Sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur. Il finit les actions. Exactement. Décrassage. Bienvenue les amis à notre nouvel épisode de notre podcast Décrassage, l'émission qui décrasse, qui décape, qui va chercher derrière les paillettes, derrière les carrières, derrière les performances, les athlètes eux-mêmes. Et c'est ça qui nous intéresse, d'aller faire connaissance avec ces athlètes. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la reconversion professionnelle. Un sujet qui est vraiment délicat pour de nombreux athlètes. Et pour discuter avec moi, l'équipe habituelle, on a Joël, donc du coup qui est aumônier et accompagnateur spirituel de sportifs. On a Protin qui a le malheur d'être à distance et qui n'est pas avec nous aujourd'hui physiquement pour en profiter. Et puis on a un invité exceptionnel, on a Aurélien Collin, donc sportif professionnel, footballeur professionnel qui a évolué pendant plus d'une dizaine d'années en MLS, qui avant évoluait aussi dans différents clubs européens. Bienvenue à toi, Aurélien. Merci, c'est un plaisir. Merci d'être parmi nous. Ça fait plaisir de se rencontrer, de partager ce moment ensemble. Et d'être ensemble. Bonjour Aurélien, ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la MLS pour ceux qui découvrent et ouais, ta carrière dans la Major League Soccer? Ouais, la Major League Soccer, c'est la première division des États-Unis. Et oui, j'ai évolué 11 saisons, de Kansas à Orlando, New York et Philadelphie. Et là, je viens de prendre ma retraite, donc je prépare ma reconversion. Jeune retraité. Alors à quel âge tu prends ta retraite? À 36 ans. Alors ça c'est peu commun, une retraite à 36 ans. Là on débat en France sur la retraite à 60, à 65 ans, ça a été tout l'enjeu des présidentielles. À partir de quel âge tu as réfléchi à cette notion de retraite? Quand j'ai quitté 33 ans, à l'âge de Christ, j'avais quitté Red Bull et c'était ma première année à Philadelphie et le club ne me faisait pas jouer. Donc je pensais déjà intensément à ma retraite. D'accord, donc assez jeune quand même, mais est-ce qu'on est préparé à cette question de la retraite plutôt dans les clubs? Comment on vous prépare? Parce que vous savez que la carrière, elle va être plus ou moins courte. Toi, jusqu'à 36 ans, c'est une carrière honorable. Aujourd'hui, on voit certains comme Hilton, peut-être d'autres exemples, qui sont allés jusqu'à 40, 41 ans. Oh, c'est des exceptions. Mais c'est Ouais, des bien exceptions. Mais est-ce qu'on vous prépare vraiment à ça? Pas du tout. Après, bien sûr, on en est... on sait que c'est une carrière qui est courte, qu'après 30 ans, 31 ans, t'es sur la phase descendante, mais il n'y a personne qui te dit « ouais, prépare-toi à la retraite ». Après, en général, aux États-Unis, le syndicat des footballeurs, le MLSPA, est franchement très bien développé sur ce thème. Donc on reçoit des offres d'universités qui peuvent nous donner des bourses pour pouvoir, que ce soit de la finance, de partout. Et aussi, enfin, la fédération et la ligue sont rentrés en contact pour créer une manière d'obtenir la licence, la B, ce que j'ai fait ma dernière année en activité. Et donc, c'est vraiment en train de se développer. Après, en Europe, ça fait tellement longtemps que je suis parti, et quand je suis parti de l'Europe, j'étais encore très jeune, donc je ne sais pas énormément, mais les échos que j'ai eus, c'est que non, on ne prépare pas. C'est plus compliqué. Ouais, tu termines ton contrat ou tu joues pas, et puis tu romps ton contrat, bien sûr, tu reçois un petit chèque, mais au final, personne ne te prépare, il n'y a pas un suivi psychologique, enfin, voilà. Avant d'aller plus loin, on va laisser la place à Protin pour sa chronique habituelle. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. C'est notre Bible du sport à nous. Il sait tout sur tout et pas que sur le foot. Donc, je laisse la place à Wikipro. Nous allons donc évoquer la reconversion des sportifs. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, l'athlète de haut niveau est logé à la même enseigne qu'un actif, puisqu'il est sujet à une retraite lui aussi. À la seule différence que la retraite arrive bien plus tôt que le commun des mortels. L'athlète, pendant sa carrière, est tout de même sujet à une constante demande de performance.
il est jugé sous cet angle et l'arrêt de sa carrière peut provoquer soit un soulagement de ne plus être vu ainsi, ou comme une forme d'anxiété avec l'arrêt d'émotions intenses et profondes. Certains athlètes ont parlé de petites morts en raison de tout ce que procure le sport de haut niveau en termes d'émotions intenses et de routines rassurantes. La reconversion des sportifs a été évoquée en France pour la première fois dans les années 60, notamment dans le football, où la tendance était plutôt de devenir entraîneur ou bien représentant de marques de sport. Toutefois, un bon nombre d'entre eux ont vécu de nombreuses difficultés à trouver leur voie, sachant que leurs défis étaient nombreux et sérieux. On peut en citer quelques-uns. Changer son style de vie, vivre avec des moyens plus modestes, gérer les relations familiales et sociales, ou encore prendre soin de sa santé physique et mentale. Ces défis demeurent actuels et la question se pose de l'accompagnement de l'athlète pendant sa carrière. Est-il ou est-elle préparée assez tôt à la question de la reconversion? Ou bien laisse-t-on davantage de place à sa carrière avec les conséquences importantes qui en découlent? Force est de constater que la proportion d'athlètes aujourd'hui est plutôt peu avertie des dangers de l'après-carrière et peu d'entre eux sont suivis pour mettre leurs compétences en valeur afin d'intégrer un milieu différent de celui dans lequel ils ont évolué pendant plusieurs années. Toutefois, il existe une lueur d'espoir qui demeure dans le milieu sportif. Il y a de plus en plus de sports qui voient des organismes intervenir dans le domaine de la reconversion. Nous pouvons penser à l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, plus communément appelé le syndicat des footballeurs pro, qui accompagne les joueurs dans leur reconversion depuis près de 30 ans avec la structure Europe Sport Reconversion. Il y a également l'agence 15 qui a été fondée en 2004 par la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby et le syndicat de joueurs Proval qui offre un accompagnement dans la reconversion des joueurs de rugby, ou encore le collectif Shapers qui accompagne depuis 2003 des athlètes de tous bords sportifs dans leur projet de reconversion et qui revendique avoir accompagné plus de 3000 sportifs depuis sa création. Merci Protin pour cet éclairage un peu historique. Ça permet aussi de remettre les choses dans le contexte. Alors, je pense, moi, il y a une question qui me vient, c'est qu'il y a quand même une différence entre le football et le football est en avance sur les autres sports. Peut-être que d'autres sports qui sont un peu plus confidentiels, où il y a du semi-professionnalisme, peut-être que les gens ont déjà des plans d'après-carrière. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que un footballeur qui a une carrière courte et qui gagne beaucoup d'argent pendant cette carrière courte est plus exposé à l'après, où ça va être plus compliqué parce que la marche, la dégringolade, elle est plus importante que je sais pas, un autre athlète qui serait dans du semi-pro ou comment est-ce que tu vois les choses? Non, bien sûr, tu es dans ta bulle. Bien sûr, ton rythme de vie est proportionnellement plus ou moins à ce que tu gagnes. Et du jour au lendemain, tu gagnes plus rien. Et après, je sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, nous, on n'a pas de retraite, hein. Donc tu peux cotiser pendant ta retraite, mais après tu passes d'un salaire à zéro. Ouais, compliqué. Et si tu ne te prépares pas psychologiquement, même au niveau économique, de déjà t'habituer à un rythme de vie normal, bah, on a des conférences, et c'est pour ça qu'on est très bien informé aux États-Unis. Après 3 ans, plus de 80% de tous les athlètes, donc ils parlent des majors baseball, football, football américain, basket, ils ont plus d'argent. 80%. Et on parle de millions et de millions et des millions de dollars. C'est énorme. Ils sont tellement habitués à un rythme de vie, bien sûr, dans cette culture des crédits, après 3 ans, tu n'as plus d'argent. Donc là, tu disais que quand même, vous êtes informé de ça, sensibilisé à ces questions-là, sur la question de l'argent, mais pas forcément sur ce que vous allez faire après. Par contre, ça, c'est le... Et ça, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de cellule psychologique, mais comment toi, tu fais pour tenir, garder un équilibre? Là, ça fait quand même pratiquement 1 an que tu as arrêté le football, les saisons sont décalées aux États-Unis. Tu me sembles bien, tu me sembles en forme, fit. On a même pu faire un petit match de foot ensemble hier. Et
Et tu as l'air bien aussi bien dans tes baskets et bien dans ta tête. Et c'est dû à quoi ça? Euh, j'ai eu dans mon malheur une chance parce que les 3 dernières années j'ai moins joué et donc j'ai dû me remettre en question, accepter cette situation ouais, de star de mon équipe À remplaçant. découper les oranges sur le banc. Et après, il y a deux manières de réagir. Comme au début de ma carrière, moi c'était ouais, je suis le meilleur et enfin, j'insultais tout le monde, c'est jamais de ma faute. Et là, je dis ouais, bien que je pense que les joueurs qui jouent à ma place, je suis meilleur qu'eux, comment je peux réagir d'une manière où je peux grandir. C'est ça l'objectif de l'homme, c'est de s'améliorer, de devenir moins égoïste, de servir son prochain. Et c'est ce que j'ai fait. Donc on m'avait pas officiellement dit que j'allais devenir un entraîneur player coach comme on dit, mais ça a été mon rôle. Et donc peut-être ils m'ont testé ou pas. Et c'est pour ça qu'au lieu de, j'avais signé un an de contrat, je suis resté 3 ans, bien que je ne jouais pas. Donc j'ai commencé à ma reconversion. Au niveau financier, c'était la même chose. On a divisé mon contrat par trois quand je suis arrivé à Philadelphie. Et après, grâce au mariage et à mes valeurs, mon rythme de vie n'a jamais été très haut dans le football. Et j'ai été, euh, gloire au Seigneur, intelligent dans mes finances. Donc en gros, ça a été des préparations. Et comme on dit que bah, Dieu il prépare toujours et il faut accepter le challenge. Et j'ai accepté le challenge de dire ouais voilà c'est pas par rapport à Aurélien, là c'est par rapport au club, c'est par rapport à, à comment je peux devenir un meilleur homme. Et donc je m'occupais des jeunes, je conseillais, je restais très très professionnel pour bien leur montrer que quoi qu'il arrive dans le monde du travail, bah, si t'es pas sérieux, si tu travailles pas dur, bah, tu vas pas avoir beaucoup d'opportunités. Et puis voilà, et donc c'est pour ça que aujourd'hui, euh, après des mois et des mois de retraite, bah, je suis déjà très en avant, je pense, par rapport à beaucoup de mes Parce collègues. que ça a commencé bien avant. Mm. Pendant ta carrière, déjà, il y a déjà eu. Oui. Et comment on fait pour tenir quotidiennement? Justement, tu disais, je passe de la star de l'équipe à remplaçant, à un petit peu formateur pour les jeunes, en plus qui paraissent un peu moins bons. Comment est-ce que tu t'abordes ta journée quand tu te lèves le matin? Tu dis, bon, je vais encore aller à l'entraînement et puis je sais que je vais pas jouer. Comment est-ce qu'on fait pour tenir dans ces moments-là? Si je me levais tous les jours et je disais, ouais, bon, c'est Aurélien Collin, et mon idole, c'est le football, et donc si je joue pas bien ou si je joue pas, et donc bah, ma vie, elle va être misérable. Non, moi j'ai une autre optique, c'est beaucoup plus grand que ça. Le football n'est pas mon Dieu. Et chaque jour, je me lève où je veux devenir quelqu'un de meilleur et, et servir et être un reflet de professionnalisme, d'amour, d'humilité et pour essayer d'avoir un impact sur mes collègues, sur mon monde du travail, enfin ma bulle du football de mon club. Et, et aujourd'hui, je continue dans ce chemin en me formant, en étudiant et en m'améliorant chaque jour. Mais comment justement tu te formes à quoi? Est-ce que on sent qu'il y a une spiritualité qui t'anime, on le sait aussi. Euh, Concrètement, comment elle se vit une journée pour toi? Euh, donc là, je commence mes licences d'entraîneur en UFA, en Europe, et licence de directeur technique, général manager, donc en gros, ouais, directeur général d'un club. Et, euh, et donc là, je suis dans ces licences pour me former, et je suis revenu en Europe pour ça. Et donc en gros, le matin, je fais du sport, enfin, je dépose ma fiche. À l'école, je fais du sport, je lis énormément. Un sage homme a dit que la lecture, c'était bah, indispensable à notre vie. Et c'est vrai. Et j'écoute. En fait, là, je suis tout oui à tous les conseils que je peux recevoir et j'étudie. Et d'ici 2 ans et demi, j'aurai, j'espère, tous mes diplômes. Et là, je pourrais commencer, revenir dans le monde professionnel.
Est-ce que toi, Aurélien, tu as songé à œuvrer hors du milieu du football? Parce que je sais que tu as été passionné, mais est-ce que ça t'est venu à l'esprit justement d'évoluer hors du milieu du football, justement pour vraiment te lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, ou bien tu ressens vraiment que c'est là qu'il faut que tu restes? Bah, ma femme est du Venezuela où moi, quand je suis parti là-bas, j'ai eu le cœur brisé. Et donc, on a commencé à parrainer des associations et on est passé là, après que j'ai annoncé ma carrière, on a passé 2 mois et demi là-bas où on a aidé, on a rencontré beaucoup de gens. Et bon, chaque année, on le fait, mais là, c'était encore quelque chose d'autre. Et c'est sûr que ça m'appelait d'aller vers dans le caritatif. Dans cette thématique de la reconversion, comment tu as vécu euh, ce passage de certaines célébrités, d'être connu dans le monde du MLS et même d'avoir un rôle de leadership que le club t'a confié dans cette transition quand même qu'ils ont prévue pour toi, à retourner plusieurs mois au Venezuela, un petit peu comme un anonyme, et à aller nourrir les pauvres, parce que je sais que tu as une fondation, tu fais beaucoup, mais tu le fais de manière très discrète. Toi, comment tu as vécu ça, de finalement mettre les mains un peu dans le cambouis? Bah, c'est une manière de grandir. Euh, et j'ai pris mon temps, en fait, d'être normal dans un monde normal, de pas être dans ma bulle. Ça, déjà, ça te fait relativiser. Et puis aussi, ça te montre il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu es dans ta bulle, tu t'occupes pas trop de l'extérieur. D'avoir eu cette chance depuis que bah, j'ai donné ma vie à Dieu, d'aller voir, de partir loin et de voir qu'il y a un monde où il y a une nécessité euh, énorme au niveau, bien sûr, au Venezuela, au niveau de la pauvreté, aussi au niveau spirituel en France. Euh, et, et de voir du monde et dire, ouais, voilà, comment je peux aider, comment je peux être un reflet de Dieu, comment je peux prêcher l'évangile, montrer que oui, c'est une vérité, c'est une bonne nouvelle. À moi, ça m'a marché, ça m'a fonctionné, donc pourquoi pas à toi? Et, euh, et de mettre tout ça dans le même ballon, la préparation à Philadelphie où je jouais pas, où je devenais un leader plus ou moins en dehors du terrain parce que je jouais pas titulaire, euh, de connaître plus le monde français, enfin les gens français, les gens aux États-Unis. En fait, c'est plein de choses qu'il faut organiser pour pouvoir vraiment préparer ma reconversion et être le meilleur coach ou le meilleur général manager possible pour pouvoir toucher des vies. Et, et voilà. Toi, par rapport parce que tous les joueurs qui vont se reconvertir ne sont pas appelés forcément à être entraîneurs ou à être dans le monde de leur sport. Quel conseil, par rapport à ta manière de percevoir les choses, quel conseil tu pourrais donner qui est général, c'est-à-dire que la personne s'investisse dans le foot ou ne s'investisse pas dans le foot? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité justement et comme écoute pour pouvoir réussir sa reconversion, à ton avis? Euh, c'est une très bonne question. Et après, j'ai été très intelligent avec mon argent et en même temps, j'ai un rythme de vie qui est très bas. Là, nous, on habite à Madrid, pas de voiture, métro, bus. On a un petit appart dans le centre. La nourriture, ça coûte pas cher, donc on vit avec peu. On vit très bien, mais avec peu. Donc moi, je suis autonome financièrement. Ouais, t'es à l'abri financièrement. Oui, si jamais ça marche pas dans le football, comme entraîneur, comme manager, ou est-ce que tu as préparé aussi d'autres choses? On essaye de faire réfléchir les sportifs sur le fait qu'ils n'ont pas qu'un seul talent, vous avez développé des capacités de leadership. Est-ce que toi, tu t'es développé dans d'autres domaines en dehors du sport? Oui, ouais, au niveau économique, enfin, financier, surtout aux États-Unis, la société te dit, ouais, tu gagnes beaucoup, tu dois dépenser beaucoup. Alors que c'est faux. Euh, et donc, j'ai beaucoup investi. Bien sûr, j'étais entouré de bonnes personnes, C'est important ce aussi qui est très d'avoir. rare. Ouais, c'est important Et d'avoir un entourage après, sain. c'est comme tout. Là, je parlais de la lecture au début, il faut se former. Et moi, je me suis formé, j'ai été bien entouré, mais je me suis formé. Et j'ai fait de l'investissement locatif, donc j'achète des immeubles, je les rénove, je les loue, et ça me paye, ça rembourse le prêt à la banque, en même temps,
ça s'appelle le cash flow positif qui rentre dans la poche sans rien faire. Et, et après, c'est Si tu ça. pouvais m'acheter un immeuble. Avec plaisir. Et c'est ça aussi au niveau financier, on n'est pas très bien Mais formé. c'est excellent ce que tu dis, Aurélien. C'est vraiment excellent ce que tu dis à ce niveau-là. C'est vraiment excellent. Parce que je peux parler d'un cas dont on ne parle pas beaucoup et qui s'appelle Jean Tigana, donc une légende du football français, qui a justement préparé sa reconversion. Alors, il est devenu un très bon coach, en effet, mais à côté, il a énormément investi, que ce soit dans les domaines viticoles, que ce soit même à Bordeaux où je suis. Il a pas mal de biens. Il n'a même plus besoin de coacher, il n'a même plus besoin d'être dans le football pour, euh, pour pouvoir vivre. Il a fait sa reconversion de cette manière-là. Il a même aidé d'anciennes gloires françaises qui étaient dans des problèmes extrasportifs et financiers donc extrêmement importants. Donc je pense que ça peut être aussi une des pistes de reconversion, pas forcément la seule, hein, mais une des pistes de reconversion qui permettrait, pardon, de, aux joueurs et aux sportifs, je dirais, d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Et à l'issue de ça, je voulais aussi te poser une autre question. C'était, est-ce que, au-delà de la foi que tu as exprimée, est-ce que tu t'es senti soutenu dans ta démarche de reconversion, dans la préparation de ton après-carrière, que ce soit dans le monde du football ou bien dans le monde peut-être professionnel de manière générale? Soutenu, non. Parce que dès que tu arrêtes ta carrière de footballeur, bah, ça a été. Tu rigoles, mais il n'y a plus personne qui t'appelle. Je me lève le matin, j'ai plus d'email, plus rien. Mais après, c'est des choses que moi qui me touchent pas du tout. Il faut accepter les qualités et défauts du monde professionnel d'où tu viens. Et ça, moi, c'est pas ça qui va me faire, qui va me faire sourire le matin. Donc, non, soutien, non, pas trop. Après, un conseil, c'est de tous les contacts qu'on a, c'est comme on dit, il faut frapper à la porte et peut-être on t'ouvrira et donc tu pourras aller dîner avec cette personne. Et c'est ça que j'ai fait. Donc j'ai envoyé des messages, j'ai appelé mes anciens coachs, j'ai eu la chance d'avoir mon coach de Leeds qui a accepté que j'aille observer pendant une semaine. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut pas rester dans son monde. Moi, je suis resté un petit peu dans mon monde 2 mois et demi, oui, et après, j'ai activé les contacts, j'ai appelé. Faut pas dire, ouais, d'abord, j'ai besoin d'aide de personne. Non, au contraire, on a besoin d'aide. Euh, Même par rapport juste à poser des questions, les gens même, ils veulent t'aider, hein. Mais après, il faut demander. Et ceux qui ne demandent pas ne reçoivent pas. Donc, j'ai demandé, et il y a des personnes qui me répondent, d'autres, je leur ai envoyé 4 messages sous 6 mois, ils m'ont même pas envoyé un message, et après je les laisse, mais faut, faut travailler les contacts aussi. Dans la reconversion professionnelle, on voit qu'il y a eu des histoires. Donc, on voit Tigana qui a très bien investi, qui a pu aider des anciennes gloires qui n'avaient plus rien. Et il a vraiment dépanné. Là, il y a une histoire qui est sortie il y a quelques mois de Johan Molo qui aurait perdu 30 millions avec un ancien agent un peu sulfureux. Il y a eu beaucoup de pertes. Euh, je connais aussi des sportifs. Il y a Jérémy Douillet, par exemple, qui est basketteur, qui a fondé une entreprise qui s'appelle 5 IMO et qui prépare notamment des basketteurs semi-pro et professionnels à rebasculer dans l'immobilier, un petit peu ce que tu fais. Mais pour nous donner des repères aussi pour les sportifs qui nous écoutent, est-ce qu'on n'a pas peur de tomber dans des arnaques, de faire confiance à n'importe qui dans l'immobilier? Il y a eu des histoires où les Ouais. gens ont acheté des immeubles, c'est un peu mollo, il y a aussi un peu des arnaques. Est-ce que toi tu t'es fait arnaquer ou est-ce que tu connais des gens qui se sont fait arnaquer et qu'est-ce que toi tu as mis en place pour vraiment être sûr que ton argent est sécurisé? Ouais, mon meilleur ami, il s'est fait arnaquer. Et plus de 450 000 euros. Et, et après, il a dit quoi? C'est comme j'ai dit, il faut utiliser les mauvaises expériences pour le bien. Donc il a dit ok. Bon, il les a attaqués en justice, bien sûr. Après, pour l'instant, c'est toujours à la justice. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais il a dit ouais, moi je vais me former. Et aujourd'hui, on a la chance avec la technologie de pouvoir se former depuis chez nous.
Donc il y a plein de formations sur l'immobilier. C'est sûr, c'est un petit billet, mais au moins, on se forme. Après, c'est sûr, il faut bien s'entourer. Il y a des gens qui n'ont pas de chance et qui étaient mal entourés et qui ont donné leur confiance comme si c'était Dieu. On peut pas faire confiance à personne en être humain, seul en Dieu. Donc, même si c'est ton père, ta mère, ton frère ou moi, mon meilleur pote, bien sûr, avec les années, ça y est, maintenant, on se fait quand même très confiance. Mais au début, quand on a commencé des transactions ensemble, bah, fallait vérifier. Il était très ouvert, donc il me montrait tout. Moi, je demandais tout. J'allais visiter les appartements. C'est que quand tu es dans le monde du football, comme je parlais de cette bulle fermée, tu vas commencer à dire, ouais, j'ai une opportunité, il faut que tu me donnes 200 000. Et 200 000, c'est un très bon salaire, c'est pas énormément. Et donc tu dis, ouais, voilà, bah, je vais avoir une maison ici et ici. Mais il faut vérifier, il faut aussi être... faut pas faire confiance à tout le monde. Ouais, dans ses décisions, sage. Et c'est là où prendre les décisions, c'est important. Et il y a plein de gens qui ont pris de mauvaises décisions. Pour moi, ce que je retire un petit peu de tout ça en règle générale, ce qui me marque dans ton parcours, il y a cette sagesse-là, déjà dans ta carrière, dans l'utilisation de l'argent, le fait d'être responsable, de pas être dépensier, de ne pas faire n'importe quoi avec ton argent, et qu'on voit encore maintenant tu disais Madrid, petit appartement, etc. Donc il y a cette sagesse-là. Il y a aussi l'humilité, justement, de pouvoir cirer le banc quelque part en jouant le rôle qu'on t'a attribué, c'est-à-dire d'être un exemple positif pour les jeunes. Il y a un exemple récent aussi qui m'a touché sur la dernière finale de top 14 de rugby, c'est Rory Cocotte qui était du coup le 9 de Castres et qui lui a laissé sa place aussi parce que les jeunes étaient meilleurs que lui et qui a joué ce rôle de grand frère. Et ça, c'est des rôles qui sont super importants, mais il faut avoir l'humilité de faire et de ne pas changer de club n'importe comment. Et cette humilité justement de vouloir se former, d'être curieux, ouvert aux autres. Puis il y a aussi cette ouverture d'esprit par rapport au Venezuela et tout cet aspect humanitaire. Et pour moi, c'est 3 traits de caractère qu'on peut retrouver justement, que n'importe quel sportif devrait cultiver pour préparer son après-carrière. Au-delà du secteur, au-delà du sport, au-delà de tout ça, ces 3 valeurs-là et ces 3 traits de caractère-là, ils me semblent vraiment importants à cultiver pour chacun. Je parle pour tous les sportifs qui peuvent écouter, mais d'avoir cette sagesse-là dans leur carrière, d'avoir cette humilité et d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir utiliser tout ça à bon escient. C'était le speed dating. Justement. On y est ? On y est, au speed dating. C'est l'heure du speed dating. Donc, les amis, comme vous le savez, le mot de la fin pour notre accompagnateur spirituel et aumônier, Joël. Alors, on a un bel exemple avec Aurélien. Lui, il l'a bien vécu parce qu'il s'y est préparé. Je pense qu'il faut accepter des saisons de vie. Et on a beaucoup parlé de sagesse. Alors, je suis obligé de parler d'un homme rempli de sagesse, Salomon, l'Ecclésiaste, qu'on retrouve, c'est un livre dans la Bible qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Donc ça fait réfléchir. Il y a une saison de vie pour Aurélien qui est là. Il y a d'autres choses qui vont démarrer. Et puis il y a un temps pour tout. Et il faut accepter ces phases-là. Et ça nous amène dans cette réflexion des inquiétudes. On peut facilement s'inquiéter du lendemain et de revenir sur cette parole de sagesse que le Christ nous donne. À chaque jour suffit sa peine. Et qu'on n'est pas appelé à s'inquiéter, mais à aussi faire confiance. Il en a été question dans cette interview, de faire confiance à Dieu, que c'est un Dieu qui pourvoit, qui prend soin de tous nos besoins. Donc en tant qu'aumônier, je ne peux pas promettre à Aurélien qui est là, même si je l'aime beaucoup, qu'il va devenir le plus grand entraîneur, le plus grand manager. Mais ce que je sais, c'est que Dieu prendra soin de lui pour que les dons et les talents qu'il a reçus, il puisse être bon gestionnaire. Et aussi, je crois que c'est important que nous ayons conscience que nous avons été créés non pour l'oisiveté,
mais pour mettre de l'ordre au milieu du chaos. Et que le travail ne dépend pas d'un aspect financier, mais d'un engagement de chacun. Aurélien n'a peut-être pas forcément d'avoir besoin de beaucoup d'argent, entre guillemets, mais il ne reste pas oisif. Et ce que j'apprécie, c'est aussi dans la reconversion, comment on peut servir les autres. Il a dit des choses qui, moi, m'interpellent, qui c'est pas forcément ce que j'entends en tant qu'aumônier. C'est comment on peut prier pour moi pour que je joue plus, pour que je fasse plus, que je sois plus en valeur. Il a parlé de servir les autres, c'est à l'image du Christ. Donc c'est comment aussi tout ce qu'on a emmagasiné comme expérience, on peut aussi le redonner et le partager aux autres dans tous les domaines de la société, et que ça soit de servir les plus pauvres. Donc dans ce domaine de reconversion, j'ai envie de dire qu'on est tous le riche de quelqu'un et on peut tous enrichir d'autres et apprendre des autres. Et c'est important quand on se pose ces questions dans ces phases de vie, c'est de réaliser qu'on n'est pas juste un sportif, qu'on a acquis tout au long de notre carrière de multiples compétences, et c'est en ça qu'il peut aussi y avoir des parallèles avec le monde de l'entreprise, dans le leadership, de développer des aspects qu'on a travaillés. Et puis il y a cet appel aussi dans cette reconversion, il y a un changement, mais qui nous appelle à changer de cap, et c'est aussi cette œuvre que Dieu veut faire dans chacun de nous, de nous accompagner dans ces changements, dans cette petite mort, mais pour revivre. Et si une graine ne tombe en scène et elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit. Et je pense qu'il y a un enseignement aussi spirituel dans ce nouveau départ, mais d'accepter de s'abandonner. Et dans le Dieu dans lequel nous croyons que c'est un Dieu qui prend soin, qui aime et qui se plaît à nous rencontrer aussi dans ces moments un peu plus difficiles. Donc il est celui qui nous aide à traverser ces nouvelles saisons. Et on vous invite à découvrir encore plus de la vie d'Aurélien sur le site plusquesportif.org et de voir comment lui il a franchi ce cap dans sa vie. Merci Joël, merci Protin à distance, merci Aurélien pour ta présence et pour ce partage. Tu nous as partagé ton cœur, et c'est super intéressant aussi d'être au bénéfice de ça. Donc merci à tous de nous avoir suivis, on espère que vous allez appliquer ces conseils-là, en tout cas qui vous ont éclairé. Nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, et puis on va finir cette petite réunion et ce petit partage au Babi derrière nous, pour que eux deux puissent vivre aussi leur petite mort, une belle défaite avant la semaine prochaine. Allez, à dans 15 jours les amis. À bientôt. Quoi, je compte les points, c'est ça? Eh oui.